Là, j'ai pas perdu. Dans le laboratoire d'expérimentation, la voix toute divine du professeur Lampois caressait les oreilles de Mademoiselle Ripon. Assistante fidèle, secrètement en émoi. Ici, pas de parole pour exprimer la vie. Ce cher Gaston Lampois n'aimait que la logique. L'œil à son microscope, il oubliait Julie, tout en dictant ses ordres sur un ton métallique. La belle Julie Ripon attendait cet instant où l'homme, jetant sur elle un œil sentimental en chuchotant ces mots sans plus de vouvoiement, délaisserait pour un temps son tracas cérébral. Dans l'esprit de Lampois, Julie était présente, car du soir au matin, il espérait aussi l'éveil des sentiments de sa belle assistante. Il aimait tout en elle. Il restait là, transi. Il se voyait en rêve, lui, ôter ses lunettes, dénouer ses cheveux liés par un ruban et lui dire autre chose que les paroles honnêtes qu'il énonçait très dignes, tout en le regrettant. En début de journée, on se serrait la main. On travaillait 10 heures, calcul et expérience, cherchant comment résoudre la question de demain. Le nombre de terriens, population immense. Les blouses retirées, on restait très fidèle à une éducation remplie de politesse. Chacun saluait l'autre avec un rituel qui n'autorisait pas les idées de caresse. Qui n'autorisait pas les idées de caresse. Le lendemain matin, sans plus d'exhibition, deux intellectuels dissimulant leur transe dissertaient des questions de surpopulation, torturés par l'envie de repeupler la France. Ils avaient réussi, après bien des recherches, à fabriquer l'outil destiné à permettre une démographie dont la croissance en flèche rendait inconfortable la vie sur la planète. La machine était simple, l'idée originale, consistant à réduire la dimension des êtres. Un humain rétréci au format minimal, vivant ainsi sans mal sur quelques centimètres. Mais il fallait résoudre une question difficile. Qui donc accepterait de se voir si petit? Où pourrait-on trouver un volontaire docile souhaitant risquer sa taille pour une telle utopie?
Bien sûr, le professeur pouvait restituer à ce Lilliputien sa taille originelle, mais tout humain prudent craindrait d'être bouclé le restant de ses jours, rangé dans un bocal. « Je suis monsieur, dit-elle, le cobaye idéal. Ça me semble évident, je suis votre assistante. Je ne vois pas pourquoi il serait immoral que je vous aide un peu, moi, qui suis compétente. » Un petit escabeau servit à la jeune femme pour monter sur la table. Terrain de l'expérience. Mais c'était un spectacle que de voir cette dame debout sur la paillasse attendant en silence. Le professeur Chéné évitait du regard les mollets de Julie posés là, devant lui. Il préféra se rendre très vite et sans retard auprès de sa machine pour se calmer l'esprit. On procéda ensuite à ce cérémonial de toute bonne expérience nommé compte à rebours. Puis, cela terminé, on vit dans le local jaillir l'onde magique, expression d'un amour. Le rayon vint toucher le tissu de la blouse et la femme confiante se mit à rétrécir. Lorsqu'elle fut parvenue à son format ultime, le professeur Lempois posa son appareil, il chaussa ses lunettes pour voir la plus infime des femmes jamais vue dans un petit modèle. Ce qu'il avait à dire ensuite le torturait. C'était dans la logique, mais pour lui, redoutable. Il remplit son rapport en le faisant durer, puis déclara enfin en se sentant coupable: je vais vous demander de vous déshabiller afin d'examiner sur le plan médical si votre corps supporte d'être diminué sans que votre santé n'en souffre le moindre mal. Il n'eut même pas le temps de terminer sa phrase. La jeune femme commença sans une hésitation à se déboutonner de la jupe au corsage. Striptease miniature sous les yeux du patron. Il demanda ensuite à la petite femme d'aller sur la balance de haute précision. Elle s'y rendit très vite, sans faire le moindre drame, et attendit, docile, les mots de son patron. Le patron de Julie saisit dans un tiroir une sorte d'escalier aux marches minuscules, mobilier de poupée qu'il se fit un devoir de placer sur la table auprès de la bascule. Julie gravit les marches, monta sur le pèse-lettres et attendit que l'homme lui rendît son verdict. Puis elle redescendit de façon à permettre qu'on place l'escalier sur le lieu de l'optique. Le professeur devait analyser son corps dans les moindres détails avec un microscope. Un travail d'habitude qu'il faisait sans effort, mais risquant aujourd'hui de finir en syncope. Ce fut plus difficile pour Julie d'accéder à la petite plateforme de l'œil microscopique, car pour ses faibles gestes, c'était bien haut placé, et l'escalier trop bas s'avérait peu pratique. Le professeur surpris vit Julie s'agripper afin d'escalader le long de l'appareil. Il était sidéré devant la volonté de sa belle assistante dans le simple appareil. Ses yeux restèrent posés sur cette petite chose qui se donnait du mal pour gravir quelques vis. Touchante agitation de frêles membres roses, simulacre charmant des gestes d'alpiniste. Atteignant le plateau, sommet de l'ascension, Julie, pour s'y poser, dut jouer les sportives. Sous le regard charmé de son géant patron, elle dut réaliser une action décisive. Se tenant par les mains, avec un peu d'élan, elle réussit d'un bond à se stabiliser au niveau de la taille sur le bord de ce plan. Tandis que dans le vide, dansaient les petits pieds.
pour les deux amoureux. Ce fut alors l'effroi. Ainsi pliée en deux, Julie gênait son maître. Elle offrait à la vue du professeur Lempois ce qu'elle n'aurait osé lui donner à connaître. Mais bien naturellement, dans l'esprit de Gaston, l'accidentelle posture n'était pas une insulte. Et afin d'oublier la puissante vision, il baissa les paupières comme on respecte un culte. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit son obsession toujours en situation de provoquer la honte. Et Julie, s'efforçant de clore son ascension, se secoua si bien qu'elle réussit son compte. D'un simple coup de rein, la femme minuscule monta sur le plateau de ce vieux microscope. Ses jambes s'agitèrent, frétillantes virgules, puis se stabilisèrent, ayant vaincu le socle. Elle se trouva debout sur le petit plateau. Puis elle leva les yeux vers l'homme, gigantesque. Et très professionnel, demanda aussitôt « Comment placer son corps ?» de manière qu'il l'inspecte. Ce fut comme un duel entre deux dimensions. Dans le laboratoire, un homme en blouse blanche, son stylo à la main, ses lunettes sur le front, paraissait concentré, étudiant en silence. Alors que dans l'œilleton de l'outil de travail, il découvrait des choses concernant peu la science. Un petit vermisseau, inférieur à la maille, se tortillait d'un air qui modifiait l'ambiance. La jeune femme lui montrait ce que les magazines, ce que le cinéma et la littérature et la publicité et les photos coquines lui avaient enseigné sur l'homme et sa capture. Mais, en fine stratège, elle jouait les naïves, essayant de faire croire à son observateur qu'il était naturel chez elle d'être lascive et qu'elle ne savait pas ses gestes provocateurs. Pendant plus de 3 heures, Lempois subit l'épreuve, essayant d'éviter d'avoir la voix tremblante. Quand vint enfin le soir, ils terminèrent leur œuvre et la femme descendit de sa scène galante. Elle redevint pudique, cachant sa nudité aux yeux du malheureux qui s'épongeait le front et qui saisit très vite, afin de se calmer, la boîte de vêtements posée sur le rayon. Il versa les textiles dans son énorme main et l'approcha tout près du charmant petit être qui saisit un à un ses attributs humains et se mit aussitôt devant lui à les mettre. Pour l'homme qu'il était, ce fut alors bien pire, car la petite main, se posant dans la sienne, minuscule caresse qui le faisait frémir, provoquait dans son cœur des douleurs inhumaines. Ce qu'il voyait aussi pouvait le faire souffrir. La poupée devant lui qui enfilait ses bas, des bas diminués, plus légers qu'un soupir, redevenait une femme restant bibelot de choix. Lorsqu'elle fut habillée, il saisit l'appareil et rendit à la dame son mètre 67. Après ces émotions, ce fut comme un réveil pour la belle demoiselle et cet homme trop honnête. L'employé de Gaston descendit de la table et reprit la routine de ses fins de journée. Elle prit son sac à main, mit son imperméable, tandis que son patron s'apprêtait à fermer. Ils se serrèrent la main, se disant « au revoir ». Et chacun repartit, toujours célibataire, se mêlant à la foule des gens sur le trottoir, qui sortaient eux aussi d'une journée fonctionnaire. La nuit fut difficile pour les deux amoureux.
Il revoyait le film de la journée passée, repensant aux instants brûlants mais silencieux, qui n'avaient qu'un effet, les emplir de regrets. Le lendemain matin, ils allèrent au travail. « Bonjour, comment ça va ?» se dirent-ils en entrant, n'osant se regarder pour mieux cacher leurs failles. Ils s'installèrent encore pour ce jeu dérangeant. Julie fut raccourcie et sous le microscope examinée par l'œil du rigoureux chercheur. Elle essaya encore d'époustoufler ce myope qui ne parut sentir le moindre coup au cœur. Cela dura longtemps, malgré un incident qui aurait pu changer le cours des relations, mais qui n'eut pour effet que d'être traumatisant et d'enterrer l'amour encore bien plus profond. Un jour comme les autres, Julie, grande comme un jouet, escaladait le pied du fameux microscope afin de s'installer en femme habituée sous l'œil aseptisé de son patron Cyclope. Mais à l'instant précis où elle allait bondir pour se stabiliser sur le bord du plateau, une erreur de jugement dut la faire défaillir. Elle calcula trop court et fit un mauvais saut. Elle manqua le rebord et glissa dans le vide. Instant qui aurait pu finir en chute grave si le soigneux Gaston, d'un doigt leste et rapide, ne l'avait retenu, la sauvant à l'imbrave. Il n'y a rien de mal à aider une jeune femme, et cela peut parfois se conclure en bonheur. Mais chez les compliqués, c'est vécu comme un drame. Chez Julie et Gaston, ce fut même la terreur. Car pour saisir Julie dans un geste réflexe, Gaston plaça son doigt en dessous de la femme. Il n'y avait qu'un lieu possible pour l'index, un endroit délicieux malgré ses quelques grammes. C'est par là que Gaston, d'une simple chiquenaude, propulsa un peu fort, malgré sa retenue, la tendre petite chose vers la scène si chaude qui avait bien failli ne plus voir ce corps nu. Julie fut secouée, mais fort peu abîmée, tandis que son sauveur se mettait à rougir. Repensant à son geste, il voulut s'excuser, mais les mots sont parfois difficiles à sortir. Mais un jour, la jeune femme en proportion réduite estima nécessaire de prendre l'initiative. Il fallait d'habitude, quand elle changeait de site, pour se voir transporter, qu'elle monte sur un livre. Gaston lui déposait juste devant les pieds un volume rigide, puis elle montait dessus. Il saisissait le livre comme on porte un café, et emportait ainsi le petit corps menu. Décidons ce jour-là de modifier le rite. Elle parla gentiment au professeur Lempois. Refusant de monter sur les paroles écrites, elle se fit sensuelle, belle et douce à la fois. « Monsieur le professeur, dit-elle avec respect, si vous me permettez de donner mon avis, je n'ai pas très envie d'être ainsi transportée. Dans votre main, je crois, ce serait plus gentil. » Le professeur Lempois fut électrocuté par ses propos charmants, puissants comme la foudre. Pendant quelques instants, il sentit tournoyer les plafonds et les murs et la chaleur fut lourde. Il bafouilla des mots disant que « oui, bien sûr !» et se mit à chercher où se trouvait sa main. La femme volontaire sut monter dans la paume, en levant en haut la jambe, comme on monte un perron. Elle piétina sur place, examinant ce home, cherchant pour s'installer la meilleure solution. Alors,
Très doucement, il emporta Julie, marchant à la manière d'un enfant appliqué. Il traversa la pièce et enfin aboutit auprès de l'autre table afin de l'y poser. « Mademoiselle Ripon !» s'exclama l'homme heureux. « Vous êtes aussi légère que la plus douce rose. » « Me voilà bien flatté par vos paroles, monsieur. C'est là, une fois de plus, une étonnante chose. Car me voir comparé à cette fleur d'amour ajoute un nom de plus à mes nombreux baptêmes. Ainsi je fus pesé, tel un courrier peu lourd, ou porté sur des livres comme un petit poème. Mais si votre appareil change les femmes en roses, peut-être pourrait-on l'exprimer dans son nom. Pourquoi ne pas l'appeler, puisque cela s'impose du mot de rosifère. Cela paraît mignon. L'homme fut émerveillé par l'esprit lumineux du petit animal qui montrait du génie. Il ressentit en lui le besoin impérieux de le lui faire savoir en poussant un grand cri. « Mademoiselle Ripon !» dit-il dans l'enthousiasme, « si l'on pouvait ici, je vous embrasserais. »« Eh bien, je vous en prie, » fit-elle en un fantasme. « Ce n'est sûrement pas moi qui vous empêcherai. » Monsieur le professeur, pourriez-vous m'accorder ce qui, le plus sûrement, pourrait combler mon cœur? L'homme heureux souriait et s'amusait du fait que d'un si faible insecte s'exhale autant d'ardeur. Mademoiselle Julie, quelle que soit la demande, c'est bon. Je vous l'accorde d'ores et déjà, c'est oui. Alors, je vous supplie de ne jamais me rendre ma taille naturelle. Laissez mon corps réduit. Je vous en prie, monsieur, quand viendra 18 heures, au lieu de me remettre sur le bureau là-bas et de me bombarder du faisceau rosifère, emportez-moi chez vous, dans ce petit format. Mettez-moi, s'il vous plaît, au fond de votre poche comme un trousseau de clés ou un petit caillou. Et gardez-moi toujours ainsi qu'un objet proche dans votre appartement, car je me donne à vous. Ils ne se quittaient pas, jusque dans la baignoire, où ils pouvaient entrer à deux sans se gêner. Mais Gaston, en secret, construisait un espoir qu'il dévoila un jour à la femme qu'il aimait. « Mademoiselle Julie, dit-il, baissant les yeux, plutôt que de tenir votre corps entre mes doigts, j'entretiens un désir qui devient impérieux. J'aimerais, s'il vous plaît, vous tenir dans mes bras. » Ils vécurent par la suite une simple vie de couple. Ils eurent quelques enfants, ni petits ni trop grands. Et si pour prendre un bain ce n'était plus si souple, cela n'empêcha pas que l'amour dure longtemps.